J'ai fait comme certains se sont permis. J'ai changé le titre à la dernière minute parce que j'ai de fâcheuse habitude de faire un titre super large pour me donner plus de marge de manœuvre jusqu'à temps que le contenu se précise. Ensuite, je rectifie le titre. Donc, le titre va comme suit. Le mythe du bon sauvage, paradoxe, construction identitaire et idéalisation de l'autre chez certains penseurs des Lumières au 18e siècle. Ça va comme suit. Il semblerait que l'on écrive pour s'expliquer, pour tenter de se comprendre, autant soi-même qu'autrui. De fait, l'écriture est culture, et il y a longtemps que la littérature participe à la construction de l'identité culturelle, polarisant les positions et cristallisant les opinions des peuples à travers des fictions qui les interpellent et les confrontent à leurs propres contradictions. Bref, l'art littéraire est nécessairement rhétorique, et il s'agit d'abord et avant tout d'un point de vue philosophique d'expliquer l'homme à l'homme qui lit. Or, l'intention de comprendre, le désir de démystifier l'inconnu passe souvent, paradoxalement, par la création de certains mythes, de certaines constructions rhétoriques qui, indirectement, révèlent parfois les intentions cachées de l'auteur ou simplement l'idéologie générale globale des auteurs, penseurs, intellectuels d'une époque donnée. Ainsi, je tâcherai dans la présente communication de m'attarder sur le mythe du bon sauvage, et tout particulièrement sur les paradoxes qui découlent de ce fameux mythe, de cette construction rhétorique qui semble révélatrice d'une crise identitaire profonde, invitant à repenser le rapport à l'autre avec un grand A. Il existe de nombreuses apories, antinomies relatives à ce mythe. On semble s'attaquer à quelque chose qu'on peine à s'expliquer, faute de chercher d'abord et avant tout à comprendre ses origines. Qu'on lise Voltaire et son ingénu, Rousseau et son discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes, qu'on redécouvre les dialogues avec un sauvage de La Hontan et les suppléments au voyage de Bougainville de Diderot, on retrouve à chaque fois une sorte d'idéalisation du sauvage. Autrement dit, on dépeint le sauvage comme un autre auquel nécessairement et ultimement on se compare pour essayer de mieux le définir. Mais le rapport à l'autre passe-t-il obligatoirement par l'idéalisation de l'inconnu, à savoir, dans le cas présent, la fiction du bon sauvage? Est-ce que le sauvage était fondamentalement bon parce que naïf, parce que plus proche de l'animal, parce que non civilisé, parce qu'ignorant de l'existence de Dieu, et ici c'est le Dieu des chrétiens évidemment, dont je fais référence, ou plutôt en a-t-on fait une construction rhétorique qui répond aux propres questions identitaires qui tourmentaient les philosophes des Lumières mentionnés plus haut? Est-ce que le sauvage, et par conséquent l'image que l'on en a donnée, fut le moyen que ces mêmes penseurs utilisèrent pour résoudre leurs propres tourments identitaires? En se penchant sur certains passages des dialogues de La Hontan et du récit de voyage de Diderot, et en faisant écho aux réflexions, point de vue philosophique de Rousseau et Voltaire, il s'agira essentiellement ici de relever certaines contradictions philosophiques, certains paradoxes sur le bon sauvage, d'analyser la construction rhétorique du mythe en fonction d'un auteur donné et ultimement de relativiser l'idée du bon sauvage docile et primitif et par extension le concept de l'état de nature. Un gros mandat quand même. On va commencer par la rhétorique du bon sauvage. Toute construction rhétorique présuppose la question du public, on le sait, l'audience cible en fonction de laquelle on devra moduler son discours. Ainsi, pourrait-on avancer qu'une construction rhétorique reflète l'idéal que l'on veut projeter. Dans le cas présent, le bon sauvage est généralement un individu non civilisé, parfois idiot, naïf, primitif, mais chaleureux, accueillant, docile et fort physiquement. En fait, il s'agissait, pour ceux qui contribuèrent à alimenter ce mythe, d'identifier chez l'autre certains comportements et ou points de vue peu communs qui, au sein d'une société dite civilisée, semblaient incompréhensibles, voire répréhensibles. Chez La Hontan, on a affaire à un explorateur qui, en principe, rédige un récit de voyage et rencontre des discussions qu'il a pu entretenir à cette occasion. Sans plus. Mais en fait, il s'agit d'un penseur, d'un intellectuel qui voyage et qui met à profit le mythe pour mieux conforter ses questionnements existentiels. Déjà, en lisant les titres de ces chapitres,
des chapitres de ces dialogues, à savoir le chapitre 1 sur la religion, 2 des lois, 3 du bonheur, 4 de la médecine, 5 de l'amour et du mariage, on remarque qu'il s'agit surtout de revisiter les thématiques philosophiques qui interpellent les penseurs de son époque, ceux des Lumières à tout le moins. Et lorsque le personnage d'Addario, ça c'est le sauvage dans son dialogue, je cite, « dit donc que ce que vous appelez argent est le démon des démons, le tyran des Français, la source des maux, la perte des âmes et le sépulcre des vivants. Vouloir vivre dans les pays de l'argent et conserver son âme, c'est vouloir se jeter au fond du lac pour conserver sa vie. » Fin de la citation. On sait pertinemment qu'il s'agit d'illustrer l'opinion de l'auteur par personnage interposé. Le ventriloquiste est l'Européen qui critique sa propre culture, qui amplifie le mythe d'un être exempt de cette corruption malsaine engendrée par le démon des démons qu'est l'argent. Ou lorsque le même personnage rappelle que, citation, « les Jésuites disent que parmi 500 ou 600 sortes de religions qui sont sur la terre, il n'y en a qu'une seule bonne et véritable, qui est la leur, et sans laquelle nul homme n'échappera d'un feu qui brûlera son âme durant toute l'éternité, et cependant il n'en saurait donner de preuve. » Fin de la citation. On comprend aisément qu'encore une fois, l'auteur exprime son scepticisme et utilise le motif littéraire du bon sauvage pour exposer le caractère conquérant et inquisiteur du culte chrétien, étant lui-même, l'auteur, l'héritier d'une Europe en train de renaître. C'est attribué à l'autre, à un autre idéalisé, issu d'un univers n'ayant pas été civilisé, les vertus que l'on voudrait adopter individuellement et surtout socialement. C'est bien sûr une fiction rhétorique. Or, cette mise en scène discursive semble différer quelque peu en fonction de l'auteur. Même si de façon générale, la notion de propriété est mise à mal chez les penseurs de l'époque, grâce à l'influence directe du concept d'état de nature chez Rousseau, tous ne le peignent pas de la même manière. En fait, pour Diderot, citation, « La vie sauvage est si simple et nos sociétés sont des machines si compliquées que l'Autochtone touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse. » Fin de la citation. Et donc, ultimement, il érige un idéal révolu ou impossible qu'il chérit, une utopie dans laquelle il aimerait vivre. Si la société est une machine si compliquée et que l'homme sauvage réussit à vivre simplement et heureux en dehors de cette même société, c'est qu'il n'en a pas besoin et qu'elle ne fait que l'amoindrir, le vicier. Chez Diderot, l'idéal du bon sauvage est fondé sur la théorie rousseauiste selon laquelle l'homme est corrompu par la société. Citation de Diderot. « La société dont votre chef vous vende le bel ordre ne sera qu'un ramas ou d'hypocrites qui foulent secrètement au pied des lois, ou des infortunés qui sont eux-mêmes les instruments de leur supplice en s'y soumettant, ou d'imbéciles en qui le préjugé a tout à fait étouffé la voix de la nature, ou d'êtres mal organisés en qui la nature ne réclame pas ses droits. » Fin de la citation. Pour les deux philosophes, la connaissance et par extension la civilisation, la mise en place d'une culture organisée, contribuèrent nécessairement à effacer l'authenticité, la simplicité, la naïveté originelle de l'homme. Citation. Ici, cette fois-ci, c'est Rousseau. J'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé. Fin de la citation. Voilà un portrait général qui, si on se fie à ces trois auteurs, à savoir Rousseau, Diderot et Lahontan, dépeint le bon sauvage comme un homme non civilisé, simple et presque idiot, loin des tourments de la pensée, qui méprise la notion de propriété et par-dessus tout l'argent. Plutôt paradoxal d'édifier un mythe sur les mots qu'engendre la connaissance, la réflexion chez des philosophes érudits écrivant au siècle des Lumières. Répétons-le encore une fois, il s'agit d'une construction rhétorique. Le bon sauvage est une nostalgie perdue. L'homme qui n'a pas été changé par l'homme. Il est une réponse à la crise identitaire du peuple européen des 17e et 18e siècles. Il s'agit de dire, ici c'est moi qui cite, « Voilà ce qu'est le sauvage et que nous ne sommes pas. Voilà ce que fait le sauvage et que nous ne faisons pas ou plus. Voilà ce que n'a pas le sauvage et que nous avons, en référence à la notion de propriété, encore une fois. Mais puisqu'il s'agit essentiellement de relever les paradoxes en lien avec la construction de ce fameux mythe du bon sauvage, attardons-nous maintenant sur une autre vision, une autre conception du bon sauvage que celle examinée jusqu'à présent, à savoir celle de Voltaire et de son ingénu. De fait, comme chez Lahontan, on a affaire à un Huron
qui va sur le vieux continent et qui, loin d'être docile et passif, va s'affranchir, se convertir, s'instruire et même trouver l'amour et se marier, et ce, sans nécessairement perdre les acquis et les vertus de sa vie antérieure. L'approche est différente. C'est l'inconnu qui découvre l'Européen et non l'inverse. Pour Voltaire, le sauvage peut apprendre, et même très efficacement et rapidement. Il peut également très bien fonctionner dans une société civilisée, organisée et évangélisée. Il est donc futile, à son avis, de délaisser la connaissance au profit d'une vie simpliste et primitive. Ici, je le cite, « La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant qu'à la trempe de son âme. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. » Fin de la citation. Approche différente, certes, mais construction semblable. En effet, on ne vante pas ici le mérite de la simplicité du sauvage, mais plutôt le mérite de l'Européen civilisé qui peut enseigner à son prochain, voire le convertir socialement, philosophiquement, dogmatiquement. Ainsi, il s'agit toujours d'un autre qui contribue à nous définir davantage. D'un côté, chez Rousseau, Diderot et Lahontan, on loue le bon sauvage pour ce qui le différencie de l'Européen de l'époque, à savoir sa naïveté, sa simplicité originelle, exempte des tourments de la civilisation, et de l'autre, chez Voltaire, on loue cette même naïveté, mais parce que grâce à elle, l'accès à la connaissance en sera facilité. Autrement dit, pour Voltaire, ce n'est pas nécessairement la société qui corrompt l'homme, mais l'homme qui se corrompt lui-même. Ainsi, différemment, Voltaire tend à idéaliser le bon sauvage non pas comme l'homme originellement bon parce que non civilisé, mais comme l'homme exempt de l'influence malsaine de l'homme. Autre citation. L'ingénu, selon sa coutume, s'éveilla avec le soleil au chant du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie, qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd tant d'heures précieuses dans cet état mitoyen entre la vie et la mort, et qui se plaint encore que la vie est trop courte. Fin de la citation. Ici, on remarque que Voltaire souligne l'influence néfaste de l'oisiveté européenne qui n'a vraisemblablement aucun impact sur les habitudes du Huron. Pour Voltaire, le sauvage choisit ou non de s'instruire, il décide lui-même de se convertir ou non. Bref, contrairement à l'Européen civilisé élevé dans une société organisée et dogmatique, le sauvage, grâce à sa naïveté originelle, est libre de choisir. C'est probablement ce que Voltaire visait comme idéal social. Il ne critique pas nécessairement la civilisation ou la société dans son ensemble, mais plutôt les aspects néfastes de celle-ci, ce qui l'éloigne de Rousseau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la rhétorique du bon sauvage est une idéalisation philosophique qui cherche à répondre à certaines problématiques culturelles et identitaires des peuples européens de l'époque des Lumières. Et même si l'évolution du mythe a pu donner place à certains débats philosophiques antinomiques, il s'agit toujours, ultimement, de construire un autre qui saurait fournir les réponses qui atténuent souvent temporairement nos angoisses. Prochain sous-chapitre, si on veut. Paradoxe sur le bon sauvage. Nous l'avons souligné plus tôt, les différents théoriciens du mythe contribuent sans nécessairement adopter un portrait universel et unanime du bon sauvage en question. D'où l'existence de divers paradoxes, de diverses contradictions sur l'objet du mythe, à savoir le sauvage lui-même. René Gonard, dans sa Légende du bon sauvage, contribution à l'étude des origines du socialisme, publiée en 1946, soulève d'entrée de jeu dans son essai le paradoxe suivant en lien avec le choix du mot sauvage en soi. Citation. Les dictionnaires définissent volontiers le sauvage comme l'homme qui vit sans habitation fixe, sans loi, sans civilisation. En fait, des sauvages, même très primitifs, peuvent habiter d'une manière prolongée dans une même caverne ou dans une hutte construite par eux. De même, le sauvage n'est pas toujours sans loi, bien que ces lois ne soient pas écrites. L'homme qui ne connaît aucune loi n'est guère qu'une invention d'utopiste. Et l'observation des lois auxquelles il croit est même souvent très stricte chez les sauvages. Exemple, si je peux faire un exemple avec ce que la guide nous a dit tantôt, on ne mélangeait pas certaines familles. Donc, vous avez un exemple de loi non écrite qui avait en pratique en vigueur. En effet, l'essayiste de la faculté de droit de Lyon, je l'ai précisé, n'a pas tort. Le sauvage a sa propre organisation, ses propres lois, ses propres normes, ses propres mœurs.
il ne s'agit pas de dire que, puisque les siennes sont différentes de celles des Européens de l'époque, qu'ils n'en possèdent pas. Pour Rousseau, les seuls biens que l'homme sauvage connaisse dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos. Plutôt réducteur. Tandis que chez Lahontan, lorsque le sauvage aborde la question du mariage, de l'amour, des relations conjugales, charnelles, il semble beaucoup plus civilisé que le sauvage dont l'imagination ne lui peint rien et son cœur ne lui demande rien, de Rousseau. De fait, comme le soutient Gonard, cité plus haut, dans le passage cité plus haut, le sauvage chez Lahontan ne semble pas vraiment étranger à une certaine forme d'organisation sociale, voire conjugale, et donc, par extension, il semble capable d'instituer ses propres lois, principes fondateurs d'une quelconque forme de civilisation. Je cite encore une fois. Il faut que tu saches que nous ne faisons... Je cite Lahontan, pardon. Il faut que tu saches que nous ne faisons jamais de mariage entre parents, quelque éloigné que puisse être le degré de parentage, que nos femmes ne se remarient plus dès qu'elles ont atteint l'âge de 40 ans parce que les enfants qu'elles font au-dessus de cet âge-là sont de mauvaise constitution. Fin de la citation. Si un sauvage peut organiser ses mœurs, c'est qu'il peut s'organiser, ce qui nous pousse à changer d'appellation le désignant, à savoir le terme sauvage, puisqu'il s'en éloigne considérablement. Voilà une contradiction. Et que dire du concept de propriété? Si le bon sauvage idéalisé rejette le principe de l'argent et condamne le concept de propriété, en quoi est-il en droit de revendiquer l'ascendant affectif sur une femme? En quoi est-il en droit de faire la guerre à un autre peuple autochtone prétextant défendre son peuple et ses terres s'il ne peut rien posséder? S'agit-il d'idéaliser à travers le mythe le concept d'égalité chez l'homme et le partage universel? Probablement. Mais on oublie que le sauvage, aussi sauvage soit-il, vit avec ses pairs et donc qu'il s'organise, qu'il vit certes en communauté, mais qu'il doit vivre en fonction des lois issues de celle-ci. Le mythe du bon sauvage est une utopie. Il est mis en œuvre dans bon nombre d'ouvrages pour lesquels les mots de nature et d'état de nature sont pleins de charme, tandis qu'il se plaît à déprécier la civilisation dont il jouit. Il devient donc nécessaire de comprendre que l'idéal dément la réalité, qu'il faut démystifier le mythe. Le sauvage ne coule pas, comme dirait Rousseau, de jours tranquilles et innocents, à errer toute la journée entre l'animal qu'il chasse et le sommeil qui le guette. Le sauvage, au contraire, doit survivre, contribuer au bien-être de son peuple, faire face à la maladie, les blessures physiques et morales, à savoir la mort d'autrui, assurer sa descendance, faire la guerre, construire des logis pour sa famille et bien d'autres. De fait, outre les convictions religieuses, les mœurs et l'organisation politique, ils ne diffèrent pas nécessairement des Européens de l'époque. Ce sont des êtres humains. Il s'agit d'une rencontre de l'autre, d'un miroir inattendu, d'un reflet déstabilisant. Et peut-être que certains penseurs et philosophes de l'époque voyaient dans le bon sauvage une façon de garder espoir pour un homme idéal qui ressemblerait à tout ce qu'il n'avait jusqu'à présent pas côtoyé. Et il serait maladroit d'oublier que les peuples autochtones, les sauvages eux-mêmes, avaient leur propre mythe, leur propre mythologie. La différence réside peut-être dans le simple fait que leur construction rhétorique mythique était construite et transmise de façon orale, et non pas littéraire, comme la coutume le veut chez les héritiers du vieux continent. Ultimement, tout est probablement question d'héritage culturel, aussi idéalisé soit-il. Merci.